Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une le conflit en Ukraine, vu par les enfants. Dans les Vosges, 2 petites filles ukrainiennes et russes sont amies depuis leur arrivée en France, il y a 5 ans. Une jeune amitié qui résiste à la guerre et une bien belle histoire à découvrir dès le début de cette édition avec Vosges Télévisions. Il est l'un des symboles forts du conflit, le drapeau ukrainien. Affiché un peu partout en soutien à l'Ukraine, il est fabriqué notamment en 48 heures par une entreprise bretonne. Vous allez le voir, un reportage de TVR dans ce journal. Ce n'est pas l'école buissonnière, mais presque. Une classe maternelle de la Sarthe organise chaque semaine une sortie en forêt. Objectif, découvrir la nature et son environnement tout en s'amusant. Classe en forêt, un sujet de Via LMTV dans un instant. Et puis la fête autour du fromage fondu à découvrir en fin de journal. Le premier championnat de France de fondu s'est tenu il y a quelques jours en Haute-Garonne. Gourmandise et bonne humeur étaient au rendez-vous, comme nous le montrera la rédaction de Via Occitanie. Milana et Angelina sont des amies inséparables. L'une est russe, l'autre ukrainienne. Leurs familles sont arrivées en France en 2017. Réfugiées et hébergées dans un foyer des Vosges, les 2 amies participent aux collectes du moment pour soutenir les populations dans une paroisse dirigée par un prêtre polonais qui se mobilise pendant ce conflit. Un reportage tout en émotion de Marie-Danielle Rogovitz et de Léa Turquier de la rédaction de Vosges Télévisions. Dans un conflit fratricide qui voit la Russie envahir l'Ukraine, il y a parfois des histoires qui font du bien lorsqu'on les regarde à hauteur d'enfant. Et ce jour-là, 2 petites filles inséparables qui se ressemblent comme des sœurs, Milana, 9 ans, russe, et Angelina, 10 ans, ukrainienne, sont venues avec leur famille et leurs amis de Géorgie pour participer à cette opération solidaire. Qu'est-ce que tu as amené là? Des médicaments et des pansements. Pourquoi? Pour l'Ukraine, pour les aider. Parce qu'il y a la guerre. Ukraine, il y a ma famille, il y a mon tonton, il y a mes grands-parents. Sur la télé, on regarde la guerre, il y a des guerres, il y a plein de maisons qui sont détruites. Les familles de Milana et Angelina se soutiennent depuis leur arrivée en France en 2017. Réfugiées, elles vivent dans un foyer à Rupt-sur-Moselle. Elles partagent aussi les mêmes origines arméniennes. Elles ont le sourire, leur amitié se fiche bien d'une guerre menée par des adultes. Mais depuis quelques jours, la jeune Milana subit sans comprendre les attaques d'autres enfants de son âge à l'école. En fait, il dit des trucs très violents sur Poutine et moi, j'aime pas. En fait, je crois qu'ils disent exprès. Il y a une violence donc, qui fait qu'elle est perturbée et que pleurer en rentrant de l'école ou ne plus dormir la nuit, enfin, c'est très compliqué. Le père Piotr tenait à leur montrer cette statue de Notre-Dame érigée après la Seconde Guerre mondiale et qui surplombe la vallée. Un lieu idéal pour un message de paix à 2 voix que Milana a tenu à dire en russe, traduit par Angelina. Война нам делает очень больно. Мы должны быть все вместе и не воевать. La guerre fait trop de mal. Nous voulons vivre en paix et tous unis. Voilà des images qui remontent le moral, tout comme la solidarité d'ailleurs qui se déploie un peu partout en France depuis plus de 3 semaines. C'est le cas notamment en Haute-Garonne, vous le voyez sur ces images de la Dépêche du Midi, où le conseil départemental a débloqué une enveloppe de 100 000 € pour acheminer des produits de première nécessité à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Au total, ce sont déjà 2 camions qui sont partis. Et dans l'Aube aussi, le département a déboursé un peu plus de 100 000 € pour soutenir financièrement associations et ONG qui aident les réfugiés sur place. Une aide financière en complément d'un accueil il y a quelques jours d'une 50aine de déplacés. Femmes et enfants venus de l'ouest de l'Ukraine sont arrivés en pleine nuit. Image fournie par le journal L'Est éclair, notre partenaire. Et dans cet élan de solidarité, les petites communes ne sont pas en reste. Avec leurs moyens, elles tentent notamment de réunir un maximum de matériel et de dons. À Romilly-sur-Seine, près de Troyes, les habitants sont mobilisés, tout comme le maire, qui se prépare à affronter des bouleversements sur la durée. Accueil de réfugiés en hausse dû au coût de l'énergie notamment. Un reportage, vous allez le voir, de Canal 32 sur place. Après avoir été mobilisés pour le centre de vaccination, les agents municipaux de Romilly-sur-Seine participent à la collecte de dons pour les Ukrainiens. De la pharmacie, des masques, des couvertures, des dentifrices, du gel douche, un petit peu tout, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour un autre pays. Je pense que tout le monde doit être solidaire.
La protection civile se charge ensuite du tri et de l'acheminement des dons. Ici, ce lieu de collecte est ouvert du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Quant au maire, il anticipe l'accueil des réfugiés, une mission qui nécessite le contrôle et la validation des services de la préfecture. Nous avons déjà en tête 1 ou 2 sites de transit potentiels que nous mettrons à disposition de l'État quand celui-ci nous dira « nous avons besoin d'un centre de transit ». Nous accueillerons prioritairement toute personne venant d'Ouman, notre ville sœur, notre ville jumelle, dans le cadre du comité de jumelage. L'accueil des familles, une autre affaire, puisque déjà il faut collecter ceux qui sont prêts à accueillir, vérifier que les conditions d'accueil sont possibles, et ensuite voir sur quelle durée ils peuvent les accueillir. Pour agir dans la durée, en raison des risques d'augmentation des tarifs et d'indisponibilité de l'énergie, le maire souhaite donner l'exemple. Le mardi 22 mars, à 18h, il prévoit de couper le chauffage d'une partie des établissements publics. Il demande également l'accélération de l'instruction de certains dossiers. En un mot, là où on peut implanter une centrale photovoltaïque qui fait l'unanimité sur l'aérodrome à Romilly-sur-Seine, là où d'autres veulent implanter des éoliennes et que ça fait l'unanimité dans leur secteur, de façon à ce qu'on puisse édifier l'ensemble de ces sites d'énergie renouvelable, si possible au cours de l'été, pour qu'au cours de l'hiver prochain, nous soyons le moins dépendants possible. Sans attendre, le maire invite chacun à abaisser son chauffage de 1 à 2 degrés. Plus de 3 semaines après le début du conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie était le thème principal de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde, avec Gérard Longuet, l'ancien ministre de la Défense. Écoutez à ce propos ce que nous a dit le sénateur de la Meuse sur ce conflit. 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, a annoncé Joe Biden hier. Est-ce que cela peut faire la différence, notamment, vous êtes ancien ministre de la Défense, dans les airs, qui est la problématique du président Zelensky aujourd'hui? Alors non. Ça ne fera pas la différence. Ça ne fera pas la différence. 800 millions, c'est une somme importante. Cela permet en particulier aux Ukrainiens de se fournir en drones. Et les drones de combat de nouvelle génération peuvent assurer une forme de protection et compliquer la vie des appareils russes au-dessus des villes assiégées. Mais l'armement, c'est hélas une évidence, ça coûte très cher et surtout, il faut le mettre en œuvre avec des gens formés, avec une logistique qui assure l'approvisionnement. Parce que si vous avez le système mais qu'il vous manque tel ou tel équipement, il devient inutile. Et donc les 800 millions de dollars, c'est un geste significatif. Mais dans ce climat de crise, c'est d'ailleurs une performance que l'armée ukrainienne, qui n'est pas considérable, puisse tenir encore comme elle tient. Et refermons cette page dédiée à l'Ukraine avec l'un des symboles du conflit, le drapeau ukrainien. Manifestants et collectivités l'affichent un peu partout pour montrer leur soutien durant cette guerre, devant les mairies, devant les écoles ou encore au balcon. Et c'est près de Rennes une entreprise qui est capable de réaliser ces drapeaux en l'espace de 48 heures. Elle croule d'ailleurs sous les demandes venues de toute la France. Explication de Capucine Colin-Guilochin pour la chaîne TVR en Bretagne. Aujourd'hui, donc, nous avons pas mal de demandes, donc toujours des mairies, mais également des particuliers. Ah, très bien. Chaque jour, Émilie Rabin comptabilise une quarantaine de devis pour des drapeaux ukrainiens. Alors, il y a 2 types de demandes. Il y a les pavillons pour afficher au mât, mais également des drapeaux pour les manifestations de soutien. En 48 heures, la société est en mesure de les réaliser de A à Z. Les demandes viennent donc de la France entière. On a tout le matériel ici, on a bien sûr les machines qui sont prêtes, on a un stock d'encre, on a un stock de tissus et puis surtout on a un atelier de couture qui nous permet de finir les drapeaux et de les envoyer rapidement. L'atelier a directement su répondre à la demande, un coup d'œil à la Bible des drapeaux et l'impression peut être lancée. Le jaune, c'est le 115C et le bleu, c'est le 313C. C'est en fait une dénomination internationale qui permet à tout le monde d'avoir les mêmes références de couleurs. Dans la pièce d'à côté, les couturières finalisent les drapeaux en fonction des demandes. Chaque jour, Ida Louise en assemble une vingtaine. Donc lui, c'est 150 x 225. Donc c'est le deuxième plus grand. Et on a mis ici, on a disposé plusieurs cartons avec différentes tailles. Et on les classe par taille. Comme ça, on sait pour qui est exactement les drapeaux. En 10 jours, 250 drapeaux ont été réalisés, dont celui-ci qui flotte désormais sur le fronton de la mairie de Rennes. Et restons en Bretagne dans cette édition pour mesurer maintenant l'impact de cette guerre sur notre économie.
Les Français le savent, les prix de l'essence ont fortement augmenté ces dernières semaines. Un coup dur pour le porte-monnaie des consommateurs, mais aussi des professionnels. À Lorient, ce sont les pêcheurs qui voient leur activité pénalisée. Leur chiffre d'affaires est lié au prix de l'essence. Face à la flambée, certains ne peuvent plus aller en mer. D'autres peinent à rentabiliser leur sortie. Écoutez ces témoignages recueillis par Caroline Chevrolier pour les chaînes TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme sur place. On a aussi cette particularité-là, c'est de faire rentrer le gasoil dans les frais avant de faire le partage. Alors bien sûr, plus le gasoil est cher, plus le partage est faible. On surveille un petit peu quelles sont les réactions des pêcheurs et les intentions des pêcheurs suite à ces hausses. La priorité, c'est quand même qu'en local, on soit capable de s'approvisionner le plus proche possible. Je pense au port de Lorient et au crier bretonne. Ça va guider sur ce qu'il faut que nous, on propose à nos clients, savoir ce qu'on va encore trouver dans les fins de semaine à venir. Voilà, des inquiétudes quant au prix de l'énergie qui risque de durer malgré la remise de 15 centimes par litre d'essence prévue à partir du 1er avril. Dans le Vaucluse, vous allez le voir, une petite commune tient peut-être une partie de la solution, l'autonomie énergétique. Piolenc, 5000 habitants, abrite la plus grande centrale solaire flottante d'Europe. 23 hectares de panneaux solaires installés sur l'eau qui lui permettent de produire aujourd'hui plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Un projet rendu possible grâce à un partenariat avec des entreprises locales. Maxime Perron du journal La Provence a rencontré le maire de la ville. Là, nous avons la capitale des capteurs flottants et de l'énergie renouvelable. Même parmi mes élus de majorité, disait le maire, on lui a relu, quoi. Voilà, donc j'ai tenu 2008-2018 pour avoir donc les capteurs installés. Ce lac, c'était plutôt une contrainte puisqu'on nous volait régulièrement 50-100 mètres de clôture parce que tout était clôturé. Donc aujourd'hui, je n'ai plus la responsabilité et par contre, j'ai les dividendes qui retombent tous les ans. Voilà une initiative qui pourrait inspirer d'autres territoires et les candidats à l'élection présidentielle en pleine campagne. Une partie d'entre eux était interrogée il y a quelques jours par les élus locaux, représentant des communes, départements et régions. Ils se sont vus notamment exposer la vision des candidats quant aux relations envisagées entre collectivités locales et État. Des échanges qui ont duré plus de 3 heures et qui sont à retrouver sur le site internet de LCP. Dans le reste de l'actualité de nos territoires, la fin du port du masque obligatoire à l'intérieur. À l'école, dans les supermarchés ou encore au travail, vous pouvez de nouveau respirer librement et revoir les visages de vos amis et de vos collègues. Une bonne nouvelle prise avec précaution néanmoins par certains. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Jérôme Aubron pour la chaîne de La Voix du Nord, WEO Télévision. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus vivant. On revoit des têtes, tout ça, ça fait plaisir. Moi, ça me change pas grand-chose parce que je continue à mettre le masque, parce qu'on ne sait jamais. Mais s'il y en a que ça arrange, tant mieux. J'en ai un sur moi, je mettrai quand je vais aller au magasin. Là, en ville, bon, encore pour l'instant, ça peut aller, quoi. Mais enfin, ça dépend le nombre de personnes qu'on rencontre. Hein. Prudence donc, et sachez que le port du masque reste obligatoire dans les transports collectifs et les établissements de santé. Il est aussi fortement conseillé pour les personnes vulnérables ou positives au Covid-19. À quoi ressemblera les vins de nos vignobles en 2050 ? La question a de quoi intriguer à cause du réchauffement climatique. Et c'est pour se préparer au bouleversement dans nos vignes que des chercheurs tentent d'anticiper ses conséquences. Dans le vignoble girondin, les recherches théoriques viennent de passer dans une phase concrète. Un vigneron du Médoc, Bernard Magret, teste les effets du réchauffement climatique sur les vins, ou du moins sur la production du raisin. L'enjeu est simple, comprendre ce qu'il faut faire pour continuer à faire du vin dans 30 ans. Une plongée dans la cuve du futur avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. C'est une parcelle de vigne de 2 hectares comprenant pas moins de 84 cépages différents, les traditionnels et les oubliés du vignoble bordelais, ainsi que des cépages dits méridionaux issus du pourtour méditerranéen ou même de Géorgie. Elle a été plantée en 2013 par le propriétaire de ce cru classé médocain Bernard Magret. Depuis quelques semaines, elle est équipée de câbles électriques un peu particuliers. Ils sont traditionnellement utilisés pour réchauffer le carburant des réservoirs d'avion. En chauffant, ils vont simuler l'action du réchauffement climatique sur les vignes, selon Julien Lecourt, directeur des recherches des vignobles Magret. Et donc la vigne aura l'impression qu'il fera 1, 2, 3 degrés de plus que la température ambiante. Et dès lors, accélérer sa croissance et accélérer son développement. C'est exactement ce qui est attendu dans les scénarios du changement climatique.
En 2050, selon les experts, la température moyenne pourrait augmenter de 2 à 4 degrés. L'idée est donc de comprendre comment les différents cépages plantés ici vont réagir à ce réchauffement de quelques degrés, quelles seront les propriétés des raisins produits. La démarche ne s'arrête pas là, il s'agit d'identifier les cépages qui seront aptes à produire des grands vins dans une trentaine d'années. Dans les murs de cette propriété viticole médocaine, son propriétaire a installé un cuvier expérimental pour produire des vinifications à grande échelle. Le but de ces recherches est donc de savoir quel sera le goût des vins de Bordeaux à l'horizon 2050 et quels seront les cépages qui donneront les meilleurs résultats pour continuer à faire des grands vins typiques du vignoble girondin dans une trentaine d'années. C'est d'apprendre à vinifier ces nouveaux cépages, ou même les cépages existants, d'apprendre à les vinifier autrement pour continuer à produire des grands vins malgré le réchauffement climatique. C'est travailler les températures de fermentation, travailler peut-être avec des levures différentes. Voilà, le champ des possibles est complètement ouvert. Outre l'effet du réchauffement climatique et la sélection des cépages qui pourront lui résister, l'autre but est de comprendre l'adaptation des modes de culture et de vinification à ces raisins à l'avenir pour continuer de produire des vins en Gironde. Le premier essai de ce programme de recherche est prévu pour la future récolte 2022. Les bouteilles qui seront produites seront conservées pour voir l'aptitude au vieillissement de ces vins expérimentaux. Sans transition dans ce grand JT des territoires, partons dans la Sarthe à la découverte d'une école pas comme les autres, une école buissonnière. Une fois par semaine, les élèves d'une école maternelle passent quelques heures en pleine nature. Ils touchent, ils ressentent et ils découvrent tout ce que la forêt peut leur proposer. Hélène Galliana a enfilé ses bottes et les a accompagnés à la chasse aux dinosaures, rien que ça. Un sujet de LMTV Sarthe sur place. Dans la classe de Madame Loiseau, le vendredi, c'est le jour de la... Une fois par semaine, les élèves de cette classe de maternelle passent la matinée dans le petit bois qui est à quelques centaines de mètres de l'école. Ici, tout prend son sens. Quand on doit transporter un gros morceau de bois, si on est seul, on n'y arrive pas. Donc là, effectivement, on a besoin de se faire aider par un ami, un copain, une copine. Et les rôles sont un petit peu aussi partagés. Les téméraires ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on s'aide aussi quand on grimpe, on prend des risques et on s'assure avec les autres. Et avec les autres, on fait aussi travailler son imagination. Et qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu fais un trou? Parce qu'on va trouver des œufs de dinosaures. Ah ouais? Il y a des œufs de dinosaures ici? Oui. D'accord. Comme on a des classes multi-âges, les plus grands favorisent aussi le fait que les petits puissent aussi suivre un peu le mouvement. Et en fait, ils font rien de plus que ce qu'ils feraient habituellement, c'est-à-dire jouer, grimper, sauter, s'amuser et s'aider aussi. Une initiative qui dure depuis bientôt 2 ans. En tout, 52 élèves de 2 à 6 ans profitent de la forêt, peu importe la saison. De bien belles images et une belle initiative pour le développement des plus petits. Ceux-là sont beaucoup plus grands et déjà en âge de conduire. Si les 200 étudiants de l'Université catholique de Lyon sont installés depuis plusieurs mois déjà dans leurs tout nouveaux locaux à Annecy, l'inauguration officielle de leur campus Alpes-Europe n'a eu lieu qu'il y a quelques jours seulement. Vous le voyez sur ces images de la rédaction locale de 8 Mont-Blanc. La nouvelle structure vient compléter depuis la rentrée l'offre de formation locale. Écoutez à ce propos le recteur de l'université interrogé par Emmanuel Jo. Nous sommes une université catholique, il y en a 5 en France, donc c'est pas énorme, et donc ces universités se voient confier une partie du territoire français. Donc le nôtre va de Dijon à Marseille. Et donc il y avait quand même un petit manque de dire nous sommes à Lyon et rien qu'à Lyon, mais nous ne sommes pas ailleurs. Donc on s'est interrogé sur la pertinence au fond d'une présence plus proche du territoire. Et donc effectivement, il y a une conjonction de facteurs qui font que c'est Annecy en premier qui a été honoré. Le facteur évidemment d'une convention avec l'université publique, parce que nous sommes là non pas en concurrence mais en complémentarité avec l'université publique, l'attente du monde entrepreneurial local, et puis évidemment les élus locaux. Et si la musique était utile pour mieux apprendre à diriger des équipes? Après quelques mois de pause forcée, le Limoges Business Club était de retour avec une nouvelle conférence, musique et management. Devant près de 200 entrepreneurs, des thèmes liés à la gestion comme l'innovation ou la transformation numérique des entreprises ont été abordés. Tout en musique, vous allez le voir, un reportage de 7 à Limoges par Charlie Delfont et Alain Druot. Management et musique, l'attelage semble improbable et c'est pourtant le thème de ce nouveau Limoges Business Club co-organisé par les DCF et le festival 1001 Notes. Si l'analogie chef d'entreprise, chef d'orchestre semble évidente, c'est pourtant une facilité de l'esprit. On fait souvent la comparaison, elle a ses limites parce que le chef d'orchestre, il a quelqu'un qui est au-dessus de lui.
c'est le compositeur. Et donc, lui, il est le serviteur de la composition géniale qu'a écrite, selon le cas, Mozart, Schumann, Ravel, Debussy. Et il doit rendre au mieux cette partition. Et cette partition, elle est écrite note à note. Alors qu'un chef d'entreprise, il doit réagir face à des circonstances qui sont imprévues. Pour autant, la méthode est valable et dans sa société, l'entrepreneur porte cette double casquette. La partition est à écrire tous les matins. 80% du temps est consacré aux ressources humaines pour qu'à un moment donné, on puisse avoir un morceau qui sente bon le chiffre d'affaires et qui est un égrégore au sein du personnel et que tout le monde s'entende. Le manager va fixer la ligne, la partition, mais il devra également prendre en compte l'inventivité des collaborateurs, leur capacité à improviser. Vous savez, c'est toujours l'histoire des multiplicateurs. C'est-à-dire que si vous avez 10 possibilités pour la première mesure, ça veut dire qu'avec la deuxième, vous en avez 100, qu'à la troisième, vous en avez 1000, qu'à la quatrième, vous en avez 10 000, et qu'à la cinquième mesure du manuel, vous êtes déjà à 100 000 possibilités. L'improvisation, quand elle se passe, elle peut être formidable, mais elle se base sur des bases, des socles, des compétences et une équipe pour que cette improvisation soit harmonieuse. Management et musique sont deux éléments qui se marient très bien. Reste désormais à combiner souplesse et rigueur pour bien manager. Prenons maintenant la direction de Monte-Carlo dans cette édition où le très célèbre Café de Paris est en pleine rénovation. La brasserie s'est installée dans un autre lieu, la salle Empire de l'Hôtel de Paris, le temps des travaux. Le nouveau bâtiment du Café de Paris s'étendra sur 2 étages et a notamment pour objectif de mieux s'insérer dans le paysage princier. Explication au micro de la rédaction de Monaco Info. On fait 2 choses en fait. On harmonise un peu l'ensemble de la façade parce que quand vous le regardez de la place, ça passe encore. Mais quand vous le regardez du One Monte Carlo ou de l'Hôtel de Paris, il n'y a pas un bout qui va avec l'autre. Ça a été fait par raccro, par rajout et c'est pas homogénéisé. Donc on l'homogénise et 2, on comble les espaces qui aujourd'hui ne sont pas utilisés. C'est-à-dire en gros, quand vous regardez le Café de Paris, la partie droite et on remonte là d'1,5 étage pour revenir au niveau de la partie gauche du bâtiment actuel. Donc. Et puis une toute autre ambiance pour terminer ce grand JT des territoires. La région Occitanie accueillait il y a quelques jours le premier championnat de France de fondue. La fête du fromage s'est déroulée dans une ambiance festive et a vu s'affronter 21 équipes entre amateurs et professionnels. La fondue, un plat typique de la montagne, mais pas seulement, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage d'Hervé Lisa pour la rédaction de Via Occitanie. C'est la fête à Montrégeau, la fête du fromage. La commune accueille ce dimanche le premier championnat de France de la fondue. Amateurs et professionnels, au total 21 équipes participent à la compétition. 4 sont d'Occitanie. Parmi elles, Vincent Vergne et sa femme, Aneta, sont de Nîmes et représentent la Provence. L'idée, c'est de faire une fondue 100% occitanienne. Et donc, on met fromage de brebis, du larzac et du cosse noir avec de l'ail et les aromates, les herbes de Provence classiques, thym, romarin, serpolet et marjolaine. À chacun sa spécialité pour faire la meilleure fondue. Sont aussi récompensées l'animation et l'originalité. Les fondues sont françaises, mais aussi suisses, belges, hollandaises ou même brésiliennes. Pourquoi ? C'est pour faire voir tout simplement à tous ceux de mon village qu'il n'y a pas que la fondue comtoise, elle est très bonne. Il n'y a pas que la fondue suisse, elle est excellente. Il y a les fondues en montagne, il y a les fondues en bord de plage et que de la fondue, on peut en manger à n'importe quelle température et à n'importe quel niveau d'altitude. Et c'est surtout aussi pour amener un peu d'animation à mon village. Et l'animation est bel et bien là. Pour l'occasion, près de 800 personnes sont venues assister à la compétition et déguster une bonne fondue. C'est très très bon, on se régale, c'est excellent. On aime bien aussi goûter au fromage des autres régions et du coup ça permet de goûter quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de manger régulièrement chez nous. Donc du coup c'est bien, ça fait plaisir et puis sur une ambiance comme ça c'est génial. Les 3 équipes en tête gagnent un accès direct pour le championnat du monde de la fondue qui se déroulera en Suisse en octobre prochain. Voilà, message reçu pour tous les amoureux de la fondue. Et donc, rendez-vous en Suisse dans quelques mois pour le championnat du monde, cette fois-ci, de la fondue. C'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une toute prochaine édition. Au revoir à tous.